nous publions gratuitement les meilleurs livres pour vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Vous trouverez les détails dans la description. Bonne écoute. À l'amour de ma vie, Anthony, et à mes trésors, Noah et Sophie, qui dansent tous les jours. Chapitre 1. De la rigidité à l'agilité. Il y a fort longtemps, à l'époque de Downton Abbey, un valeureux capitaine se tenait sur le pont d'un navire de guerre britannique et regardait le soleil se coucher à l'horizon. L'officier était sur le point de descendre aux messes quand une vigie s'écria « Feu, droit devant, à 2000 !» Le capitaine se tourna vers la proue. « Fixe ou mobile ?» demanda-t-il. Les radars n'existaient pas à l'époque. « Fixe, mon capitaine !»« Dans ce cas, faites des signaux à ce navire !» ordonna l'officier d'un ton bourru. « Dites-lui qu'il est sur une route de collision et qu'il doit modifier son cap de 20 degrés. » La réponse émise par la source des feux arriva sans tarder. Il serait préférable que ce soit vous qui modifiez votre cap de 20 degrés. Le capitaine se sentit insulté. Non seulement son autorité avait été remise en cause, mais l'affront avait eu lieu devant un simple matelot. « Envoyez un autre message !» rugit-il. « Ici le Téméraire, redoutable cuirassé de 35 000 tonnes. Changez votre cap de 20 degrés. »« Enchanté, capitaine, » répondit l'autre. « Je suis le matelot de seconde classe O'Reilly. Changez de cap immédiatement. » L'officier, au bord de l'apoplexie, hurla. « Nous sommes le vaisseau amiral de Sir William Atkinson Wiles. Changez de cap de 20 degrés. » Après un bref instant de silence, le matelot O'Reilly répondit. « Nous sommes un phare, mon capitaine. » Lorsque nous suivons le fil de notre existence, nous, les êtres humains, disposons de peu de moyens pour connaître le cap à suivre ou anticiper les écueils qui se dressent sur notre route. Nous n'avons pas de phare pour nous tenir à distance des eaux troubles. Nous n'avons pas de vigie à la proue du navire ou de radar sur la tourelle à l'affût des dangers immergés qui pourraient faire échouer nos projets de carrière. À la place, nous avons nos émotions, des sentiments comme la peur, l'anxiété, la joie et l'enthousiasme, un système neurochimique qui a évolué pour nous aider à naviguer sur les courants complexes de la vie. Les émotions, de la rage aveugle à l'amour transi, sont les réactions physiques immédiates de l'organisme face aux signaux cruciaux du monde extérieur. Quand nos sens reçoivent des informations, des signaux de danger, des indices révélateurs de sentiments amoureux, des signes indiquant que nous sommes acceptés ou exclus par nos pairs, notre organisme modifie son comportement en fonction de ces messages. Notre rythme cardiaque s'accélère ou ralentit, nos muscles se durcissent ou se détendent, notre attention se focalise sur la menace ou se relâche dans un cadre chaleureux. Grâce à ces réactions physiques viscérales, notre état intérieur et notre comportement extérieur s'adaptent en fonction de la situation courante, ce qui nous permet non seulement de survivre, mais aussi de nous épanouir. Comme le phare du matelot O'Reilly, notre système de guidage naturel, qui a évolué par tâtonnement durant des millions d'années, est beaucoup plus efficace quand nous n'essayons pas de le combattre. Mais ce n'est pas toujours facile, car nos émotions ne sont pas nécessairement fiables. Dans certains cas de figure, elles nous aident à percer les apparences et les faux-semblants, faisant alors office de radar interne qui nous communique des informations exactes et fiables sur une situation donnée. N'avez-vous jamais eu l'intuition qu'un type ment ou que quelque chose ne va pas, même si votre ami affirme le contraire? Dans d'autres situations, nos émotions déterrent de vieux dossiers, confondant notre perception actuelle des événements avec de douloureuses expériences passées. Ces sensations fortes peuvent prendre le dessus, obscurcissant notre capacité de jugement et nous conduisant tout droit sur le récif. Vous risquez alors de disjoncter et de jeter votre verre au visage du menteur. Certes, la plupart des adultes perdent rarement le contrôle de leurs émotions dans des éclats publics inappropriés
qui resteront gravés dans les mémoires pendant des années. Il est plus probable que vous vous preniez les pieds dans le tapis de façon moins théâtrale, mais plus insidieuse. En général, les gens fonctionnent en pilote automatique émotionnel. Ils réagissent aux situations de façon involontaire, sans en avoir pleinement conscience. D'autres individus ont parfaitement conscience de consacrer trop d'énergie à essayer de contenir ou de réprimer leurs émotions, les traitant au mieux comme des enfants indisciplinés et au pire comme des menaces pour leur bien-être personnel. D'autres encore ont l'impression que leurs émotions les empêchent d'avoir la vie qu'ils souhaiteraient mener, surtout lorsqu'il s'agit de sentiments que nous jugeons problématiques, comme la colère, la honte et l'anxiété. Peu à peu, nos réactions face aux signaux reçus du monde réel deviennent de plus en plus faibles et artificielles. Elles nous font dévier de notre route au lieu de servir nos intérêts. Cela fait plus de 20 ans qu'en tant que psychologue et coach, j'étudie les émotions et leur influence sur notre comportement. Quand je demande à mes clients depuis combien de temps ils essaient de déceler, de corriger ou de venir à bout d'émotions particulièrement délicates ou de situations qui les suscitent, ils me répondent généralement qu'ils s'y efforcent depuis 5, 10, voire 20 ans. Certains me répondent même « depuis que je suis tout petit ». Ce qui appelle inévitablement la question suivante : diriez-vous que vos efforts portent leurs fruits ? L'objectif de ce livre audio est de vous aider à prendre davantage conscience de vos émotions, à apprendre à les accepter et à faire la paix avec elles, puis à vous épanouir en stimulant votre agilité émotionnelle. Les outils et les techniques que j'ai rassemblés ici ne feront pas de vous un être parfait, qui ne se trompe jamais ou qui ne se laisse jamais submerger par des sentiments de honte, de culpabilité, d'anxiété ou d'insécurité. Viser la perfection, ou un bonheur sans nuages, ne fera qu'engendrer la frustration et un sentiment d'échec. Au lieu de cela, j'aimerais vous aider à maîtriser vos émotions, aussi vives soient-elles, à accroître votre capacité à apprécier vos amis, à atteindre vos objectifs et à vivre votre vie pleinement. Mais ce n'est que la partie émotionnelle de l'agilité émotionnelle. La partie agilité s'adresse aussi à vos schémas de pensée et de comportement. Ces habitudes de l'esprit et du corps qui peuvent aussi vous empêcher de vous épanouir, surtout lorsque, à l'instar du capitaine du Téméraire, vous réagissez invariablement de la même façon obstinée face aux situations nouvelles ou différentes. Les réactions rigides peuvent découler des mêmes pensées défaitistes qui remontent constamment à la surface. Je suis un bon à rien. Je ne fais jamais le bon choix. Ou je cède toujours au lieu de me battre pour ce que je mérite. La rigidité peut provenir de l'habitude parfaitement normale qui consiste à emprunter des raccourcis mentaux et à accepter les présomptions et les règles empiriques qui vous ont servi autrefois, dans l'enfance, dans un premier mariage, à un stade précédent de votre carrière, mais qui ne vous servent plus aujourd'hui. On ne peut pas faire confiance aux gens, ou je vais y laisser des plumes. Des chercheurs ont démontré que la rigidité émotionnelle, se cramponner à des pensées, des sentiments et des comportements qui ne nous servent pas, peut être liée à diverses pathologies psychologiques, comme la dépression et l'anxiété. Au contraire, l'agilité émotionnelle, se montrer flexible dans ses pensées et ses sentiments pour réagir de façon optimale aux situations du quotidien, est essentielle pour le bien-être et la réussite. Cependant, l'agilité émotionnelle ne consiste pas à contrôler vos pensées ou à vous forcer à réfléchir plus positivement. En effet, des études ont également démontré qu'il n'est généralement pas possible de changer les modes de pensée pour passer de formulations négatives « je vais rater mon exposé » à des formulations positives « vous allez voir, ça va être génial » par exemple, et que cela peut même être contre-productif. Pour être émotionnellement agile, il faut se détendre, se calmer et vivre de façon plus intentionnelle. Il faut avoir le choix de ses réactions face à son système d'alerte émotionnelle, comme l'écrit Viktor Frankl dans son livre « Découvrir un sens à sa vie ». Le psychiatre qui survécut au camp de concentration
explique comment mener une vie qui a plus de sens, une vie dans laquelle nous pouvons accomplir notre potentiel. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, écrit-il. Et dans cet espace, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Notre liberté et notre épanouissement se logent dans cette réponse. En ouvrant cet espace entre nos émotions et nos réactions face à ces émotions, l'agilité émotionnelle nous aide à surmonter de nombreuses difficultés. Une image de soi négative, des déceptions amoureuses, la douleur, l'anxiété, la dépression, la procrastination, les transitions difficiles, etc. Mais l'agilité émotionnelle n'est pas uniquement bénéfique pour les personnes confrontées à des difficultés personnelles. Elle s'inspire aussi de diverses disciplines de la psychologie qui explorent les caractéristiques d'individus épanouis qui, comme Frankl, ont surmonté d'importantes difficultés et qui, malgré tout, ont réalisé de grandes choses. Les personnes émotionnellement agiles sont dynamiques. Elles se montrent flexibles face à un monde complexe et en rapide mutation. Elles sont capables de supporter un niveau de stress élevé et d'essuyer des échecs tout en restant motivées, ouvertes et réceptives. Elles savent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elles continuent à agir en accord avec les valeurs qu'elles défendent et elles poursuivent leurs objectifs à long terme. Il leur arrive de subir des accès de colère, de tristesse, etc., comme nous tous, mais elles les traitent avec curiosité, autocompassion et tolérance. Et au lieu de se laisser dérouter par ces sentiments, les personnes émotionnellement agiles se consacrent sans retenue à accomplir leurs nobles ambitions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. J'ai commencé à m'intéresser à l'agilité émotionnelle et à cette forme de résilience en Afrique du Sud, où j'ai grandi. Pendant mon enfance, à l'époque de l'apartheid, les Sud-Africaines avaient plus de probabilités d'être violées que d'apprendre à lire. Les forces gouvernementales venaient chercher les gens chez eux pour les torturer. La police ouvrait le feu sur des citoyens qui se rendaient à l'église. Les enfants noirs et les enfants blancs étaient séparés dans tous les domaines de la société. Les écoles, les restaurants, les toilettes, les cinémas. Et bien que je sois blanche, et que je n'ai donc pas souffert aussi profondément sur le plan personnel que les Sud-Africains noirs, mes amis et moi n'étions pas protégés contre la violence sociale dans laquelle nous baignons. Une amie a subi un viol en Réunion. Mon oncle a été assassiné. Par conséquent, dès mon plus jeune âge, j'ai cherché à comprendre comment les gens font face ou ne font pas face au chaos et à la cruauté qui les entoure. Puis, quand j'ai eu 16 ans, mon père, qui venait de fêter ses 42 ans, fut atteint d'un cancer. Les médecins ne lui donnèrent que quelques mois à vivre. Cette expérience traumatisante m'isola. Il n'y avait pas beaucoup d'adultes à qui me confier, et aucun de mes amis n'avait vécu cette épreuve. Heureusement, j'avais une professeure d'anglais extrêmement attentionnée qui encourageait ses élèves à tenir un journal. Nous pouvions y écrire tout ce qui nous passait par la tête, mais nous devions lui remettre notre carnet tous les après-midi pour qu'elle puisse le relire. J'ai commencé à écrire sur la maladie de mon père, puis sur sa mort. Ma professeure me faisait part de ses réflexions sincères et me posait des questions sur ce que j'éprouvais. La tenue du journal m'apporta un grand soutien, et je me suis rapidement rendu compte que cela m'aidait à décrire, à comprendre et à assimiler mon expérience. Cela n'a pas atténué la douleur du deuil, mais cela m'a permis de traverser le traumatisme. Cela m'a donné aussi la force d'affronter mes émotions, plutôt que de les éviter, et m'a orienté également dans mon choix de carrière. Heureusement, l'apartheid appartient désormais au passé de l'Afrique du Sud et, même si la vie moderne n'est pas vraiment dépourvue de douleur et d'horreur, la majorité de mes lecteurs n'ont pas à craindre la violence et l'oppression institutionnalisée. Pourtant, même dans la paix et la prospérité relative des États-Unis, où je vis depuis plus de 10 ans,
beaucoup de gens continuent à lutter pour atteindre un certain niveau de vie. La plupart des personnes que je connais sont stressées et débordées par les exigences de leur carrière professionnelle, de leur famille, de leur santé, de leurs finances. Elles subissent tout un tas d'autres pressions personnelles, en plus des grandes forces sociétales, comme une économie instable, des mutations culturelles rapides et les assauts ininterrompus de technologies disruptives qui viennent nous distraire à tous les coins de rue. Nous ne trouverons aucun soulagement à devenir multitâches, solution universelle au surmenage. Une étude récente a démontré que les effets du travail multitâche sur les performances étaient comparables à ceux de l'alcool au volant. D'autres études ont révélé qu'un faible niveau de stress quotidien, la préparation d'un pique-nique à la dernière minute, la panne de batterie du téléphone, juste au moment où vous devez passer un appel professionnel important, le train qui est toujours en retard, la pile de factures à payer, peut provoquer le vieillissement prématuré des cellules cérébrales en raccourcissant leur durée de vie jusqu'à 10 ans. Les clients me répètent en permanence qu'ils ont l'impression d'être pris au piège par les impératifs de la vie moderne et de se débattre tels des poissons au bout d'un hameçon. Ils voudraient faire autre chose de leur vie, comme parcourir le monde, se marier, réaliser un projet, réussir dans leur carrière, fonder une entreprise, être en meilleure santé et être plus proches de leurs enfants et de leur famille. Mais leurs faits et gestes quotidiens ne les rapprochent pas de leurs désirs et vont même souvent à leur encontre. Même lorsqu'ils se sont battus pour découvrir ce qui est bon pour eux et qu'ils s'y conforment, ils sont pris au piège, non seulement par les circonstances actuelles, mais aussi par leurs propres pensées et comportements défaitistes. En outre, mes clients qui sont aussi parents s'inquiètent en permanence de l'effet que ce stress exerce sur leurs enfants. S'il y a bien une époque où nous devons devenir plus émotionnellement agiles, c'est maintenant. Quand le sol se dérobe en permanence sous nos pieds, nous devons être agiles pour éviter de nous étaler de tout notre long. Rigide ou agile? À 5 ans, j'ai décidé de fuguer. J'étais en colère contre mes parents pour une raison quelconque, dont je ne me souviens pas. En revanche, je me souviens que m'enfuir m'était apparu comme la seule issue possible. J'ai emballé quelques affaires, j'ai pris un pot de beurre de cacahuète et un morceau de pain, j'ai enfilé mes sabots rouges et blancs à motif de coccinelle que j'adorais, et je suis parti en quête de liberté. Nous habitions près d'une route passante de Johannesburg, et mes parents me répétaient sans relâche que je ne devais jamais traverser toute seule. En m'approchant du carrefour, je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de continuer à avancer dans le vaste monde. Traverser la rue était formellement interdit. Donc je fis ce qu'aurait fait toute fugueuse disciplinée de 5 ans qui n'avait pas la permission de traverser la rue. J'ai fait le tour du pâté de maison. Quand j'ai fini par décider de rentrer à la maison, j'avais fait le tour du même pâté de maison en passant et repassant devant ma porte pendant des heures. Il nous est à tous arrivé plus ou moins la même chose. Nous marchons ou courons sans relâche autour du pâté de maison de notre vie, en obéissant à des règles écrites, implicites ou simplement imaginées, nous laissant prendre au piège de comportements qui ne nous sont d'aucun secours. Je dis souvent que nous agissons comme des jouets mécaniques qui se heurtent sans cesse au même mur, sans nous rendre compte qu'il y a une porte ouverte légèrement à gauche ou à droite. Même lorsque nous nous rendons compte que nous sommes pris au piège et que nous avons besoin d'aide, les personnes à qui nous nous adressons, la famille, les amis, les chefs attentionnés, les thérapeutes, ne nous sont pas toujours d'un grand secours. Ils ont leurs propres problèmes, limites et préoccupations. Par ailleurs, la société de consommation défend l'idée que nous pouvons contrôler et résoudre la plupart des causes de désagrément et que nous devons jeter ou remplacer le reste. Votre mari ne vous rend pas heureuse? Cherchez-en un autre. Vous n'êtes pas assez productive. Une appli peut résoudre le problème. Quand notre monde intérieur ne nous satisfait pas, nous appliquons le même état d'esprit. Nous partons faire du shopping, nous changeons de psy, ou nous décidons de résoudre notre propre insatisfaction par la pensée positive. Malheureusement, ça ne marche pas.
Si nous essayons de corriger des pensées ou des sentiments perturbateurs, nous finissons par être obnubilés de façon improductive. Si nous essayons de les atténuer, nous nous exposons à différents maux, allant du surmenage à divers comportements addictifs d'auto-apaisement. Et si nous essayons de les changer pour les rendre positifs, nous risquons presque à coup sûr de nous sentir encore plus mal. Beaucoup de gens se tournent vers des livres ou des stages de développement personnel pour gérer leurs émotions. Mais bon nombre de ces programmes n'ont rien compris à l'épanouissement personnel. Ceux qui traitent de la pensée positive sont plus particulièrement à côté de la plaque. Il est extrêmement difficile, si ce n'est impossible, d'essayer d'imposer des pensées heureuses, car rares sont les personnes qui peuvent réduire les pensées négatives au silence et les remplacer par des pensées agréables. De plus, ce conseil ne tient pas compte d'une vérité essentielle. Vos émotions soi-disant négatives œuvrent souvent en votre faveur. En fait, la négativité est normale. C'est un fait fondamental. Nous sommes prédisposés à éprouver des émotions parfois négatives. Cela fait simplement partie de la condition humaine. Cette pression excessive sur la positivité n'est qu'une autre façon par laquelle notre société surmédicalise au sens figuré les fluctuations normales de nos émotions, tout comme la société surmédicalise au sens propre les enfants turbulents et les femmes ayant des sautes d'humeur. Durant ces 20 dernières années passées en consultation, coaching et recherche, j'ai pu tester et peaufiner les principes de l'agilité émotionnelle pour aider de nombreux clients à réaliser de grandes choses dans leur vie. Parmi ces clients, il y avait des femmes qui se sentaient prises au piège, qui jonglaient entre vie de famille et vie professionnelle, des ambassadeurs des Nations Unies qui se battaient pour la vaccination des enfants dans des pays hostiles, des dirigeants de grandes multinationales et des individus qui pensaient tout bonnement que la vie avait autre chose à leur offrir. J'ai publié quelques-unes de mes conclusions dans un article paru récemment dans l'Harvard Business Review. J'y explique comment la majorité de mes clients, et moi-même par la même occasion, ont tendance à se laisser emprisonner dans des schémas rigides et négatifs. Puis, j'y expose un modèle de développement favorisant une plus grande agilité émotionnelle, permettant de se libérer de ces schémas et d'amorcer des changements durables. L'article est resté parmi les 10 plus lus du magazine durant des mois, et il a été téléchargé par près d'1/4 million de lecteurs, soit l'équivalent du nombre d'abonnés à l'édition papier de HBR. Il a été nommé Idée de management de l'année par le magazine, et il a été cité par de nombreuses publications, dont le Wall Street Journal, Forbes and Fast Company. Les journalistes décrivent l'agilité émotionnelle comme la prochaine intelligence émotionnelle, une grande idée qui change l'opinion qu'a notre société des émotions. Je ne le mentionne pas pour me vanter, mais parce que les réactions à cet article m'ont permis de me rendre compte que mes idées avaient trouvé un écho. Il semblerait que des millions de personnes cherchent une meilleure voie. Ce livre audio présente une version considérablement étendue et amplifiée des travaux et des conseils évoqués dans l'article paru dans HBR. Mais avant de nous plonger dans le vif du sujet, je vais vous en présenter les grandes lignes. L'agilité émotionnelle est un processus qui permet de vivre l'instant présent, de changer des comportements ou de les conserver de façon à vivre en accord avec vos intentions et vos valeurs. Le processus ne consiste pas à ignorer les émotions et les pensées toxiques. Il consiste à les accueillir avec bienveillance, à les affronter courageusement et avec compassion, puis à les dépasser pour que de grandes choses se produisent dans votre vie. Le processus d'acquisition de l'agilité émotionnelle se déroule en 4 mouvements essentiels. Accueillir ses émotions. Woody Allen a dit « 80% du succès, c'est juste de se pointer ». Dans le contexte de ce livre audio, se pointer consiste à répondre présent, c'est-à-dire à accueillir ses pensées, ses émotions et ses comportements avec curiosité et bienveillance.
Certaines de ces pensées et émotions sont valides et appropriées à l'instant présent. D'autres sont des bribes, des fragments de pensée qui tournent en boucle dans votre cerveau, comme cette chanson de Beyoncé dont vous essayez de vous débarrasser depuis des semaines. Dans les deux cas, qu'il s'agisse de reflets fidèles à la réalité ou de distorsions nuisibles, ces pensées et émotions font partie de vous et vous devez apprendre à vous en servir pour poursuivre votre route. Prendre du recul. Après avoir affronté vos pensées et vos émotions, la prochaine étape consiste à s'en détacher et à les observer afin de les voir simplement pour ce qu'elles sont, de simples pensées, de simples émotions. Ce recul nous permet de créer l'espace ouvert, non moralisateur, cher à Frankl, entre nos sentiments et nos réactions. Nous pouvons identifier les sentiments nuisibles au moment où nous les éprouvons afin de trouver des réactions plus appropriées. Une observation détachée nous évite de nous laisser contrôler par nos expériences mentales passagères. La vision d'ensemble que l'on acquiert en prenant du recul permet d'apprendre à se voir comme un échiquier plein de possibilités, au lieu d'une pièce quelconque du plateau confinée à certains déplacements tout tracés. Affirmer ses raisons. Après avoir examiné vos schémas mentaux, puis avoir créé l'espace nécessaire entre vos pensées et vos réactions, vous allez pouvoir vous concentrer davantage sur qui vous êtes vraiment, vos valeurs essentielles, vos objectifs majeurs. Accueillir, accepter, puis prendre vos distances par rapport aux choses qui vous effraient ou vous font du mal, vous permettront de vous engager davantage sur le long terme, en développant notamment des pensées et des sentiments liés aux valeurs et aux aspirations à long terme, et vous aideront à trouver d'autres moyens d'y parvenir. Tous les jours, vous prenez des milliers de décisions. Irez-vous à la salle de sport après votre travail? Ou préférez-vous prendre un apéro entre collègues? Devez-vous répondre au coup de téléphone de l'ami qui vous a blessé? Ou devez-vous le basculer vers la messagerie? Ces instants décisifs sont des points de choix. Vos valeurs essentielles sont les boussoles qui vous maintiennent dans la bonne direction. Poursuivre sa route. Le principe des petits changements. Dans les livres de développement personnel, le changement est généralement considéré en termes d'objectifs ambitieux et de transformation radicale. Mais les études défendent le point de vue inverse. De petits ajustements délibérés, imprégnés de vos valeurs, peuvent radicalement changer votre vie. C'est particulièrement vrai pour les habitudes qui, par des répétitions quotidiennes, sont de grands leviers de changement. Le principe de la balançoire à bascule. Quand on regarde une gymnaste de haut niveau, on a l'impression que les mouvements difficiles ne lui demandent aucun effort. C'est dû à son agilité et à ses pectoraux surdéveloppés. Lorsqu'elle se retrouve en déséquilibre, ses pectoraux l'aident à rétablir son équilibre. Mais pour atteindre ce haut niveau, elle doit constamment se pousser hors de sa zone de confort pour tenter des mouvements de plus en plus difficiles. Nous aussi, nous devons trouver l'équilibre parfait entre la difficulté et nos compétences pour n'être ni bloqués ni débordés, mais stimulés et enthousiasmés par les nouveaux défis. La femme d'affaires Sarah Blakely, fondatrice de la marque de lingerie Spanx et l'une des plus jeunes milliardaires du monde, raconte que tous les soirs, à l'heure du dîner, son père demandait « Explique-nous en quoi tu as échoué aujourd'hui ?» Le but de la question n'était pas de la démoraliser. Au contraire, son père voulait encourager ses enfants à repousser leurs limites. Il est parfaitement autorisé, et c'est même admirable, de trébucher lorsqu'on explore de nouveaux chemins semés d'embûches. L'objectif ultime de l'agilité émotionnelle est de continuer à relever des défis et à s'épanouir toute votre vie. J'espère que ce livre audio vous aidera à amorcer de véritables changements de comportement, à agir autrement pour vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre et vous aider à transformer vos émotions en source d'énergie, de créativité et d'innovation. Au travail.
Chapitre 2. Prise au piège. Le sort d'un scénario hollywoodien est scellé par son accroche. Les simples prémices qui éveillent l'intérêt du spectateur, le point de départ de l'histoire et le moteur de l'action. Une accroche implique nécessairement un conflit. Une fois que nous sommes captivés par le film, nous avons envie de savoir de quelle façon le conflit va être résolu. Nous sommes donc pris au piège et nous regardons le film jusqu'à la fin. En tant que psychologue, j'ai constaté que les livres et les films qui me captivent le plus sont ceux dans lesquels le conflit, ou une grande partie de celui-ci, est inhérent à la nature même du héros. Un personnage qui a du mal à joindre les deux bouts ne comprend rien aux femmes jusqu'à ce que, ayant désespérément besoin d'un emploi, il fasse semblant d'être une femme. Tootsie. Une ingénue a peur de s'engager. Ou bien, comme dans l'une des meilleures accroches de tous les temps, un tueur reçoit un coup sur la tête, se réveille au milieu d'une intrigue haletante et ne se souvient plus de rien, ni de qui il est, ni de ce qu'il fait là. La mémoire dans la peau. Même si nous ne roulons pas à bord d'une décapotable sur une route bordée de palmiers, ou si nous ne déjeunons pas avec des stars, chacun de nous, à sa façon, est un scénariste d'Hollywood. Chaque minute de chaque jour qui passe, nous écrivons des scénarios qui sont projetés dans l'UGC de notre tête. À la différence que nous sommes davantage pris au piège que captivés par notre propre histoire. Nous sommes prisonniers de nos émotions, pensées ou comportements défaitistes. Notre esprit est une machine à fabriquer du sens, et le fait d'être humain consiste en grande partie à donner du sens aux milliards de bribes d'informations sensorielles dont nous sommes bombardés quotidiennement. Pour y parvenir, nous organisons toutes les visions, les sons, les expériences et les liens qui tourbillonnent autour de nous en une narration cohérente. Je m'appelle Suzanne et je me réveille. Je suis dans mon lit. Le petit mammifère qui me saute dessus est mon fils, Noah. Avant, je vivais à Johannesburg, mais maintenant, je vis dans le Massachusetts. Je dois me lever et me préparer, car j'ai un rendez-vous. Je suis psychologue et je rencontre des personnes que j'essaye d'aider. Ces narrations jouent un rôle. Nous nous racontons ces histoires pour organiser nos expériences et rester sains d'esprit. Mais il nous arrive aussi de nous tromper. Si notre histoire n'est pas réaliste, si elle n'a aucun lien avec la réalité, nous sommes considérés comme psychotiques. Même si la majorité d'entre nous n'entendent pas de voix ou n'ont pas d'hallucinations, nous prenons tous des libertés avec la réalité lorsque nous racontons notre propre histoire. Et parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Nous acceptons ces récits convaincants sans les remettre en cause, comme si c'était la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ce sont des histoires qui, quelle que soit leur véracité, peuvent avoir été griffonnées sur notre tableau noir mental quand nous étions en cours élémentaire, ou même avant que nous ne sachions marcher ou parler. Nous nous glissons dans ces fables et nous laissons une affirmation, dont les origines remontent à 30 ou 40 ans et qui n'ont jamais été vérifiées objectivement, représenter la totalité de notre vie. Il y a à peu près autant de ces scénarios confus qu'il y a d'individus. Mes parents ont divorcé juste après ma naissance. Je suis donc responsable de l'alcoolisme de ma mère. J'ai toujours été très timide, dans une famille très expansive. C'est pour ça que personne ne m'aime, etc. Nous forgeons aussi ces histoires tous les jours à une plus petite échelle. Moi-même, je l'ai fait. Et voici un exemple. Il y a quelques années, un collègue me laissa un message vocal m'informant qu'il allait m'emprunter, il aurait aussi bien pu dire voler, un concept de mon invention pour en faire le titre de son prochain livre. « J'espère que ça ne te dérange pas », dit-il, sans me demander la permission, mais en énonçant calmement un fait accompli. Non mais, allô, quoi? Bien sûr que cela me dérange. Il reprenait un concept que j'avais moi-même prévu d'utiliser. Je m'en suis terriblement voulu de l'avoir évoqué lors d'une conférence. Que pouvais-je faire maintenant? Les professionnels ne peuvent tout de même pas se hurler dessus. Je ravalais ma colère
et je fis ce que tout le monde à ma place aurait fait. J'ai passé un coup de téléphone à mon mari pour me défouler. Mon mari, Anthony, est médecin. Après avoir décroché, il me dit « Suzy, je ne peux pas te parler maintenant. Je suis avec un patient en salle d'opération. C'est une urgence. » J'avais donc été injustement traitée une deuxième fois, et, cette fois, c'était par mon propre mari. La logique de la situation, sauver la vie du patient avait plus d'importance à ce moment-là que de me parler, n'apaisa nullement ma colère croissante. Comment mon mari osait-il me traiter de la sorte pour une fois que j'avais besoin de lui? Cette pensée s'est rapidement transformée en « il n'est jamais là pour moi ». Ma colère enfla encore, et je décidai de ne pas répondre au téléphone lorsqu'il me rappellerait. J'étais donc prise au piège. Au lieu d'avoir une discussion avec mon collègue, afin d'exprimer calmement, mais en termes clairs, ma désapprobation envers son intention et d'essayer de trouver une solution satisfaisante, je passais 2 jours à ruminer et à faire la tête à mon mari parce qu'il n'est jamais là pour moi. Ce n'est pas très malin, n'est-ce pas? Le problème n'est pas tant que ces histoires équivoques, pas toujours vraies, que nous nous racontons à nous-mêmes, engendrent des conflits, nous font perdre du temps ou jettent un froid à la maison, mais plutôt qu'elles font naître un conflit entre le monde tel qu'il est décrit par ces histoires et le monde dans lequel nous voulons vivre, le monde dans lequel nous pourrions réellement nous épanouir. Au cours d'une journée, nous prononçons en moyenne 16 000 mots, mais nos pensées, nos voix intérieures, en produisent des milliers d'autres. La voix de la conscience est un moulin à paroles silencieux, mais intarissable, qui nous bombarde secrètement d'observations, commentaires et analyses, sans discontinuer. De plus, cette voix incessante est ce que les professeurs de littérature appellent un narrateur incertain, comme Humbert Humbert dans Lolita ou Amy Dune dans Gone Girl. Comme pour ces 2 personnages, qui ne font pas un récit très fiable des événements, notre propre narrateur intérieur peut être partial, confus, voire engagé dans des auto-justifications ou des mensonges éhontés. Pire encore, il ne se tait jamais. Peut-être parviendrez-vous à éviter de partager les moindres pensées qui surgissent dans votre tête, mais vous avez peu de chances de réussir à arrêter de formuler ces pensées. Même si nous considérons souvent les déclarations jaillissant de ce flot de bavardage comme étant factuelles, il s'agit généralement d'un mélange complexe d'hypothèses et de jugements de valeur amplifiés par nos émotions. Certaines de ces pensées sont positives et utiles, d'autres sont négatives et inutiles. Dans les 2 cas, notre voix intérieure est rarement neutre ou impassible. Par exemple, en ce moment, je suis assise à mon bureau en train d'écrire ce livre et j'avance assez lentement. Je suis assise à mon bureau. C'est une simple pensée basée sur un fait, comme j'écris un livre et j'écris lentement. Jusque-là, tout va bien. Mais ces observations factuelles peuvent facilement glisser dans le domaine de l'opinion. De l'histoire que je me raconte pourrait facilement surgir une accroche qui me prendra au piège d'une idée infondée et avec laquelle je me débattrai telle la truite qui va bientôt servir de dîner aux pêcheurs. J'écris lentement risque d'être vite suivi par l'évaluation autocritique « j'écris trop lentement ». J'écris plus lentement que la majorité des écrivains, transforme la pensée factuelle en comparaison. Je prends du retard, ajoute un élément d'anxiété. Vient ensuite le jugement accablant qui résume le tout. Je me suis bercé d'illusions sur le volume de texte que je parviendrai à écrire avant l'échéance. Pourquoi ne suis-je pas honnête envers moi-même? Je suis fichu. Ce qui est très éloigné de mon point de départ factuel, je suis assise à mon bureau en train d'écrire un livre lentement. Pour vous rendre compte de la facilité avec laquelle on peut glisser d'un fait à une opinion, puis à un jugement, et enfin à de l'anxiété, je vous propose de faire un exercice d'association d'idées. Pensez successivement à chacun de ces débuts de phrase. Mon téléphone portable, ma maison, mon travail, ma belle famille, ma ligne,
Certaines de vos associations d'idées seront factuelles. J'ai déjeuné chez ma belle famille la semaine dernière. Ou j'ai un projet à rendre lundi. Mais vous constaterez que très vite interviennent des opinions, évaluations, comparaisons et inquiétudes nuisibles. Mon téléphone portable n'arrête pas de bugger. Ma maison n'est jamais rangée. Mon travail est trop stressant. Ma belle famille gâte trop les enfants. Ma ligne, il faut que je me remette au régime. Au cours de séminaires, je demande souvent aux participants d'énumérer anonymement des situations difficiles et les pensées et les émotions qui les accompagnent. Voici quelques exemples d'autorécits récemment fournis par un groupe de cadres supérieurs et les situations qui les ont inspirés. Face à la réussite de quelqu'un d'autre, je ne suis pas assez bon. Pourquoi ne suis-je pas à ma place? Travail à plein temps. J'ai raté ma vie. Tout part à volo et ma famille m'en veut de rater tous les bons moments que nous pourrions passer ensemble. Exécution d'une tâche difficile. Pourquoi est-ce si long? Si j'avais ne serait-ce qu'un peu de talent, cela me prendrait moins de temps. Une promotion ratée. Je suis une idiote et une mauviette. Je me suis fait rouler dans la farine. Face à une nouvelle tâche, je suis terrifiée. Je ne vais jamais y arriver. Une grande occasion. Je ne saurais pas quoi dire et tout le monde va penser que j'ai grandi dans une grotte. Suite à une remarque négative, je vais me faire virer. Retrouvailles avec de vieux amis. Je suis un loser. Ils ont tous des vies beaucoup plus palpitantes que la mienne et ils ont de meilleurs salaires. Difficulté de suivre un régime. Je suis beaucoup trop grosse. Je ferais aussi bien de laisser tomber. Les autres sont toutes mieux fichues que moi. Voici pourquoi l'on mord si facilement à l'hameçon et que l'on se retrouve pris au piège. Une souris verte, facile. Le mot a jailli automatiquement. Il est presque inévitable de mordre à l'hameçon, car nous réagissons très souvent par réflexe. L'hameçon est généralement une situation rencontrée dans la vie quotidienne. Il peut s'agir d'une conversation tendue avec votre chef, une interaction redoutée avec un proche, une présentation à venir, une discussion avec votre conjoint à propos d'argent, le bulletin décevant de votre enfant, ou simplement les embouteillages aux heures de pointe. Puis il y a votre réaction automatique face à cette situation. Vous émettez une remarque sarcastique. Vous vous refermez comme une huître en évitant d'analyser vos sentiments. Vous procrastinez, vous vous en allez, vous boudez ou vous vous mettez à hurler. Lorsque vous réagissez automatiquement de l'une de ces façons totalement inutiles, vous êtes pris au piège. Le résultat est aussi prévisible que la couleur verte qui vous est venue à l'esprit à la suite d'une souris. L'hameçon s'agite juste sous votre nez et vous y mordez sans la moindre hésitation. Vous êtes pris au piège dès l'instant où vous considérez vos pensées comme des faits avérés. Je ne suis pas bon dans ce domaine, j'échoue toujours. Vous commencez alors à éviter les situations qui provoquent ces pensées. Ça ne sert à rien d'essayer. Ou bien, vous vous repassez la pensée en boucle. Ma dernière tentative a été extrêmement humiliante. Parfois, sur les conseils bien intentionnés d'un ami ou d'un membre de la famille, vous essayez de repousser ces pensées. Je ne devrais pas penser cela, c'est contre-productif. Ou encore, vous vous forcez vaillamment à faire ce que vous redoutez, même si c'est l'hameçon lui-même et pas une chose à laquelle vous accordez de la valeur qui motive l'action. Je dois essayer, je dois apprendre à aimer ça, même si je dois y laisser ma peau. Ces débats intérieurs vous induisent non seulement en erreur, mais ils sont aussi épuisants. Ils sapent d'importantes ressources mentales que vous pourriez utiliser à bien meilleur escient. Au pouvoir d'enfermement de nos pensées s'ajoute le fait que bon nombre de nos habitudes mentales sont directement reliées à nos émotions et produisent une réaction démultipliée.
Supposons que vous preniez des cours pour apprendre une nouvelle langue intergalactique. Dans cette langue, l'une des figures s'appelle Booba et l'autre Kiki. Voir l'annexe, image numéro 1. Le professeur vous interroge pour savoir laquelle est laquelle. Il y a de fortes chances pour que vous répondiez que celle de gauche est Kiki et celle de droite, Booba. Les instigateurs de cette expérience, V.S. Ramachandran et Edward Hubbard, établirent le constat que 98% des personnes étaient de cet avis. Même des enfants de 2 ans qui ne savaient pas encore parler firent le même choix. Depuis le campus de l'Université de Californie à San Diego, au mur des Lamentations à Jérusalem, en passant par les rives isolées du lac Tanganyika en Afrique centrale, où l'on parle le swahili, c'est une préférence universelle profondément ancrée dans notre cerveau, quelle que soit notre langue maternelle, notre culture ou notre alphabet. Dans les secondes qui suivent la vision de ces symboles insensés, l'oreille humaine associe le mot « kiki » aux inflexions aiguës, à celui de gauche, et le mot « booba » aux doux arrondis, à celui de droite. Cette association entre une forme et un son se produit notamment parce que le gyrus angulaire, la région du cerveau dans laquelle ce jugement est émis, se trouve à l'intersection des centres du toucher, de l'ouïe et de la vision. Cette zone opère une fusion sensorielle intégrant les sons, les émotions, les images, les symboles et les gestes, et elle pourrait même être responsable de notre capacité à penser en métaphore. C'est une chemise criarde, ou c'est un vin qui a de la cuisse, même si la chemise hawaïenne n'émet aucun son, ou si le vin n'a pas de jambes. Les personnes souffrant de lésions du gyrus angulaire parleront parfaitement leur langue naturelle, mais elles ne pourront pas saisir les métaphores. C'est aussi le cas des primates inférieurs, qui possèdent un gyrus angulaire dont la taille équivaut à 1/8 environ de celle d'une autre. Notre capacité de fusion cognitive n'aide pas seulement les poètes et les écrivains à imaginer des tournures de phrases plaisantes. Malheureusement, elle nous prédispose tous à nous laisser prendre au piège et à y rester enfermés. C'est dû au fait que nous n'envisageons pas nos pensées avec une neutralité digne de M. Spock. Il vient de me venir à l'esprit que j'ai probablement été discrédité par un rival. Comme c'est intéressant. Au contraire, les pensées s'accompagnent d'images visuelles, de symboles, d'interprétations idiosyncrasiques, de jugements, d'inférences, d'abstraction et d'action. Cela donne une vibrante intensité à notre vie mentale, mais cela risque aussi de nuire à notre objectivité et nous laisser à la merci de pensées intrusives, qu'elles soient fondées ou infondées, utiles ou inutiles. Au tribunal, les juges autorisent souvent les jurés à regarder les photos d'autopsie, mais rarement les photos de la scène du crime. En effet, les images violentes et choquantes portent un coup émotionnel aux jurés, qui risque d'influencer les délibérations que les juges espèrent être à la fois logiques et neutres. Les photos d'autopsie sont prises sous une lumière crue, sur une table métallique, dans un cadre très clinique, tandis que les photos de la scène de crime peuvent receler d'infimes détails qui humanisent la victime, la photo d'un enfant posé sur sa commode éclaboussé de sang, les lacets défaits de ses baskets usées, ou qui dramatisent ses souffrances. Ces images émotionnelles évocatrices risquent d'enflammer les jurés et de les mettre dans un état d'esprit revanchard. La victime me ressemblait. L'accusé a un alibi assez solide, mais quelqu'un doit payer pour le mal qui a été commis. Cette fusion cognitive en technicolore, teintée et renforcée par les émotions, est un fruit de notre évolution qui nous a bien servi quand des serpents et des lions, ou des tribus ennemies, nous voulaient du mal. Face à la menace d'un ennemi ou d'un prédateur, le chasseur-cueilleur moyen ne pouvait pas se permettre de perdre du temps avec des abstractions à la Spock. Je suis en danger. Quelles sont mes meilleures options? Pour sauver leur peau, nos lointains ancêtres devaient ressentir le danger viscéralement pour que se déclenche automatiquement une réaction prévisible contrôlée par le système endocrinien. La réaction de combat,
de fuite ou d'immobilité. Quand j'avais une vingtaine d'années, je suis retournée vivre 1 an chez ma mère. Une amie et son petit copain avaient été violés et battus dans leur appartement par une bande de voyous qui avaient pénétré chez eux par effraction et qui avaient attendu leur retour après un dîner au restaurant. Les agressions comme celle-là étaient malheureusement courantes à Johannesburg, comme je l'ai déjà évoqué. Cela m'a mise encore plus sur les nerfs. Un soir, je me suis perdue alors que je rentrais chez moi en voiture et je me suis retrouvée dans un quartier très dangereux. J'ai commencé à avoir l'impression d'être suivie, mais je n'ai pas réussi à en avoir le cœur net avant d'arriver à destination. Je me suis dépêchée de rentrer dans la maison en me disant que je ressortirais plus tard pour récupérer mes bagages. Lorsque, 1 demi-heure après, je retournais à la voiture, un son guttural m'a fait lever les yeux. 2 hommes se dirigeaient vers moi, une arme à la main. Mes nerfs avaient déjà été éprouvés par ma peur passée associée au souvenir de l'agression de mes amis. Dans la seconde qui suivit, je me suis mise à hurler de terribles obscénités, bien trop grossières pour que je les transcrive ici. Prise au dépourvu, les hommes me fixaient d'un air effrayé. Je ne peux qu'imaginer ce qui pouvait leur passer par la tête à la vue d'une telle folle. Ils se faufilèrent entre les buissons, par là où ils étaient venus, et disparurent au coin de la rue. Depuis ce jour, je suis reconnaissante à la fusion cognitive opérée par mon cerveau. Vision, souvenir, sensation, oui et réaction, tout en même temps. Toutefois, cette incroyable capacité de fusion nous prédispose aussi à nous laisser prendre au piège. Dans le monde actuel, heureusement, la plupart de nos problèmes, et même de nos menaces, sont vagues et à long terme. Ce n'est plus « Ah, un serpent !» C'est « Est-ce que j'ai la sécurité de l'emploi ? Est-ce que j'aurai assez d'économies quand j'aurai atteint l'âge de la retraite ? Est-ce que les notes de ma fille dégringolent à cause de son amourette avec ce bon à rien de Petersen ? Mais, à cause des émotions associées, nos pensées, même les tranches de vie les plus anodines que nous projetons à l'intérieur de notre tête, un couple qui vieillit, une jeune fille amoureuse, risquent de déclencher des réactions automatiques d'anxiété, de peur et un sentiment de menace imminente. Voici comment une pensée fugace peut se transformer en piège redoutable. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.